Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme chaque dimanche. Nous vous proposons des thématiques alléchantes et aujourd'hui nous vous proposons la fistule obstétricale, encore appelée maladie de la honte chez la femme. Quelles sont les causes de la maladie? Comment éradiquer cette maladie? Et quelle prise en charge? Pour répondre à toutes ces questions et tant d'autres, nous avons autour de cette table des spécialistes avérés pour vous donner plus d'informations sur cette maladie. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la fistule obstétricale. Nous avons autour de cette table professeur Sekou Girassi, urologue au CHU Yazine, docteur Babacar Kindi Diallo, chef d'unité d'urologie de l'Abbé, et docteur Ibrahim Souri Diallo, chirurgien urologue au CHU Yazine, et madame Yansane Fatoumata Baldé, directrice exécutive de la COFEL, Coalition des femmes leaders et point focal de Fouana. Ce sont nos invités de ce dimanche. On va parler sur la fistule obstétricale. Chacun va donner son avis scientifique et logique autour de la maladie. Professeur Girassi, bonsoir, nous commençons par vous. Vous êtes urologue, professeur Girassi, urologue au CHU Yazine. Vous êtes notre invité de ce dimanche. Nous allons vous demander c'est quoi la fistule obstétricale. Merci madame pour nous avoir reçus aujourd'hui autour de cette table. La fistule obstétricale, c'est une communication anormale, un trou entre le système urinaire ou digestif et l'appareil génital féminin, à savoir l'utérus, le vagin. Voilà, toute communication entre ces systèmes peuvent être dues à une fistule obstétricale, c'est-à-dire due à un accouchement laborieux. Oui. C'est la définition la plus simple et courte que tout le monde quand même pourra comprendre. Alors, docteur Diallo, nous allons vous demander, vous, comme on a beaucoup de questions, on va les repartir ainsi. Alors, donnez-nous les différents types de la maladie. Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Il y a plusieurs types de fistules obstétricales. Nous avons les fistules qui sont appelées les fistules simples. Nous avons des fistules complexes et nous avons les fistules graves. Et comme vous entendez très bien, cela dépend, n'est-ce pas, de la difficulté, la gravité de la lésion qui peut survenir après un accouchement laborieux. Très bien. Docteur Kindi, vous, les causes de la maladie, vous pouvez nous les rappeler pour permettre aux téléspectateurs, surtout aux femmes, de comprendre qu'est-ce que c'est la maladie? Merci madame. Les différentes causes de ces fistules, on peut parler de 3 causes principales. On a défini tout de suite les fistules obstétricales parce qu'elles sont dues aux accouchements difficiles. Donc ça, c'est un des types. Donc il y a des fistules obstétricales, il y a des fistules traumatiques qui peuvent être dues soit à une chute, soit à un accident, soit même aux différentes interventions qui peuvent se faire sur le petit bassin, qu'on peut appeler en ce moment des fistules iatrogènes. Il y a l'autre type qui est une fistule pathologique. Que nous disons pathologique, c'est dû au cancer. L'évolution de cancer peut aller jusqu'à la formation d'une fistule vésico-vaginale ou recto-vaginale. Très bien. On va voir tout à l'heure sur notre reportage ce qui a été fait au niveau. Madame Yansani, vous êtes au point focal de Fouana. Qu'est-ce que c'est Fouana d'abord?
FOANA, c'est une organisation de femmes d'Afrique de l'Ouest basée aux États-Unis et qui assiste de façon périodique les femmes victimes de fistules en termes de prise en charge chirurgicale et même de prise en charge post-opération dans le cadre de leur réinsertion socio-professionnelle. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous, vous êtes avec le médecin. Oui. Et votre contribution par rapport à cette maladie, Madame Niassani? Vous savez, la santé est une question trop importante pour ne pas être confiée uniquement au personnel de santé. Tout à fait. Lorsqu'il y a une maladie, des pathologies comme les fistules obstétricales et d'autres pathologies qui ne sont pas faciles à exprimer, il y a l'aspect de prise en charge médicale en tant que tel, mais il y a un aspect prise en charge psychosocial et d'appui moral aux victimes qu'il faut mettre en place, que cet appui ne peut pas forcément venir du médecin qui est un technicien pur et dur et qui soigne la pathologie. Parce que même après le traitement, ces femmes ont vécu une blessure très profonde, il faut les accompagner. Donc notre contribution se situe où? Il faut d'abord sensibiliser pour éviter les fistules, notamment les mariages précoces. Lorsque vous donnez un enfant au mariage qui a moins de 18 ans, ses organes génitaux ne sont pas arrivés à maturité, elle contracte une grossesse. Si cette grossesse n'est pas suivie, elle n'est pas dans un environnement lui permettant d'accéder à un service de santé de qualité, elle peut être victime de fistules. Lorsque vous prenez aussi des femmes de petite taille, même si elles ont eu l'âge, mais qui n'ont pas le bassin suffisamment développé pour expulser d'elles-mêmes le fœtus, il faut les assister et pour ça, il faut une structure sanitaire adéquate. Et lorsque vous prenez même les femmes qui vont être victimes de viols collectifs ou de violences, ça peut aboutir à des fistules. Donc notre rôle, c'est de sensibiliser les communautés à éviter d'exposer les femmes, les filles, à des situations pouvant conduire à des fistules obstétricales. Parce qu'après, la prise en charge devient difficile. Et même après une chirurgie de réparation, vous conviendrez qu'une femme réparée d'une fistule et une qui n'a jamais été fistulée, elles n'ont plus les mêmes capacités physiques et elles n'ont plus les mêmes aptitudes face à certaines épreuves de la vie. Donc notre contribution, c'est la mobilisation sociale, la sensibilisation, l'information et l'éducation pour éviter que la maladie ne survienne. On revient tout à l'heure sur ce sujet, sur cette question de sensibilisation et de mobilisation. Professeur, vous avez consacré 2 semaines pour la prise en charge de ces femmes, leur donner le sourire et en même temps leur donner la dignité. Alors, pourquoi 2 semaines tout simplement? Ces 2 semaines, c'est lié aux activités de notre ONG, l'Association guinéenne de lutte contre la fistule obstétricale santé mère-enfant, AGFO SME. Parce que nous sommes aussi bien à Conakry, à Kishidougou, à Labé, à Kindia, à Poké. Nous avons des représentations au niveau de ces différents sites. Donc, selon les sites et selon les recrutements, parce que les femmes sont recrutées au niveau de la communauté, et la communauté réfère ça au niveau d'une structure sanitaire, et nous sommes informés, on donne le numéro de téléphone et tout. Et c'est en fonction des lieux que nous allons faire l'activité. Donc, cette fois-ci, nous avons fait cette activité à Conakry, parce qu'il y avait des femmes en provenance de Bofa. On avait fait déjà un circuit pour avoir des gens qu'on a mis comme point focal, aussi bien au niveau des préfectures avoisinant Conakry. Boya, Dibreka, Bofa, Forikaria, Fria, etc. Et nous sommes partis jusqu'à Boki. Donc, puisqu'il faut non seulement recruter, avoir le contact, mais il faut aussi réunir
les ressources. Parce que la prise en charge de la fistule, ce n'est pas seulement la chirurgie. Nous sommes constitués en association, puis nous sommes des chirurgiens. Nous donnons notre activité gratuitement. Donc nous soignons ces femmes sans leur réclamer un sou, un centime. Mais pour les opérer, il faut un kit opératoire. Il faut un kit hygiénique. Il faut un kit nutritionnel parce que si elles sont opérées, elles doivent pouvoir manger. Et ce n'est pas de Bofa ou de Dibreka qu'on doit envoyer à manger. Et après, il faut la réinsertion sociale encore de ces femmes. Donc les paramètres sont nombreux. Il faudrait que nous tâtons de part et d'autre savoir comment réunir le minimum pour venir entamer une séance de réparation. Et c'est ce qui a été fait. Pendant 2 semaines, nous avons opéré. Et pendant 2 semaines, pendant même 3 semaines, on était avec elles, parce qu'il y en a qui sont sortis à 21 jours. Comme ils l'ont dit, il y avait des cas de fistule graves. Donc, ils sont restés 21 jours. Donc, c'est une recto-vaginale associée à une vésico-vaginale. Donc, alors, cette campagne de 2 semaines pour assister les femmes fistuleuses, ça se fait une fois par an ou bien comment c'est venu? Non, c'est périodique. Ce n'est pas une fois par an. Peut-être que... Comme seulement à Conakry. Non. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que nous avons des sites de réparation. Est-ce que c'est opérationnel comme à Conakry? Non, bien sûr. Parce qu'à l'abbé, si Dr Kindi, à travers la radio rurale, etc., les moyens de communication, on projette avec des bailleurs, dire que pour telle période, nous allons faire une séance de réparation à l'abbé. À l'abbé, par exemple. À l'abbé, par exemple. Mais les femmes viennent de tous côtés. Et même, et puis elles n'attendent pas, même celles qui sont vers le Sénégal. Dès que les radios, si elles captent, mais elles traversent la frontière pour venir. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà mis les moyens. Est-ce que ces moyens sont mis en place pour permettre à ces femmes qui vivent, ces femmes rurales, par exemple, si vous organisez ces campagnes-là, de venir à l'abbé ou dans d'autres points focaux de la Guinée, docteur Kindi. Il y a toujours justement, comme le professeur vient de dire, l'ONG cherche les fonds. On a des partenaires qui nous appuient. Et le plus souvent, et le transport, et aller-retour, et les informations, la sensibilisation se fait au dos de l'ONG ou des partenaires. Après, elles viennent avec gratuitement, nourris, logés, avant de partir. Donc, elles sont toujours fières, celles qui entendent de venir, parce qu'elles savent qu'elles sont prises en charge totalement. Elles sont prises en charge totalement. Donc, Madame Yassane, dans votre intervention de tout à l'heure, vous avez invité les femmes à se faire ausculter ou faire des consultations prénatales, éviter qu'elles se marient à bas âge. Alors, est-ce qu'à l'intérieur du pays, la communication passe dans nos langues? Vous savez, actuellement, on a cette chance qu'avec la crise sanitaire, on a fait revivre beaucoup de radios rurales et communautaires. Et dans ces radios, comme vous savez, la radio, c'est le média le plus utilisé. Et les populations, quel que soit en général le degré de pauvreté, dans chaque famille, il y a au moins une radio. Et puis, on utilise également les marchés hebdomadaires, où il y a beaucoup de femmes et où on peut accéder à un maximum de personnes pour passer les informations. Et aussi au niveau des groupements de femmes, où il faut essayer de parler de ces problèmes qui sont encore tabous, afin d'inciter les personnes qui en sont victimes de venir vers les structures sanitaires. Et aussi, je dirais que la pyramide sanitaire qui a été construite en Guinée il y a quelques années, qui part donc de poste de santé au centre de santé, à l'hôpital préfectoral jusqu'au CHU, dans les conditions normales, si l'État met les moyens, avec l'appui des bailleurs, parce qu'il
les bailleurs viendront, ils viendront avec de l'argent. Mais il faut une volonté politique infaillible et une détermination à aller vers un système de santé et fort. Un plan d'action fiable aussi. Oui, un système de santé fort et résilient. Donc, si on arrive à faire tourner la machine de cette pyramide sanitaire, normalement, la Guinée aurait été un exemple que tout le monde allait suivre. Donc, si le problème au poste de santé est pris en charge, dès que l'agent de poste de santé sait qu'il est dans la limite, il réfère vers le centre de santé. Tout à fait. C'est ainsi de suite jusqu'au niveau préfectoral. On sait que par exemple les centres de santé de Conakry ont rang d'hôpitaux préfectoraux et jusque-là on peut faire une césarienne, on peut faire une appendicite. Mais lorsque la pathologie atteint un certain niveau, lorsque par exemple il faut une réanimation et autres, on réfère au niveau du CHU. Donc ça, il ne faut pas forcément être médecin pour le savoir. Mais le problème, il faut communiquer pour que les gens comprennent chaque structure sanitaire, où sont ses limites de soins et où est-ce qu'elle doit s'arrêter pour référer à une structure supérieure. Notre travail se situe à ce niveau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Fonds mondial finance ce qu'on appelle l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé. C'est pour aller vers le renforcement du système de santé. Parce que comme je le dis toujours, la crise sanitaire n'a pas été la source de sous-développement de la Guinée. Mais ça a été l'occasion de relever au monde entier que nous avons un système sanitaire défaillant et qui ne répondait pas aux besoins des populations. Voilà. Docteur, Madame Yassani, plutôt, est-ce que cette chaîne est fonctionnelle dans La chaîne devait être fonctionnelle. Ça ne l'est pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Et je le dis... Comment Parce que, avec le projet de la couverture médicale universelle qui est en gestation, avec donc les agents de santé communautaire qui sont déployés, avec la prise en charge communautaire de certaines pathologies et ces agents communautaires qui partent sensibiliser les communautés et tout, on estime que si ce processus marche, il y aura un retour vers les centres de santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 2 ans en Guinée, on préférait tomber malade, rester chez soi, que de se présenter devant une structure sanitaire et qu'on vous suspecte d'être infecté à Ebola et qu'on vous mette en observation. Les gens ont déserté les structures sanitaires. La crise de confiance s'est instaurée. Et c'est très difficile de ramener les gens. Ça, ce n'est pas la faute aux médecins ni la faute aux populations, mais c'est aux acteurs socio-communautaires de s'impliquer pour ramener les malades vers les structures sanitaires. Voilà. Très bien. Si le reportage est prêt, on peut... Ça y est, d'accord, on peut regarder notre reportage. Au centre Djigui Espoir de Sankoumaya, commune de Matoutou. Il est 9h. Le collège médical est enfin prêt pour le bloc opératoire. C'est des interventions très délicates et très difficiles et laborieuses. Et le centre donne ces interventions gratuitement aux femmes souffrant de fistules et la prise en charge est complète. Elle est complète aussi bien sur le plan chirurgical que nutritionnel et kit hygiénique. C'est-à-dire que c'est une transection, une fistule complexe, une vésico-vaginale associée à une recto-vaginale plus transection. C'est-à-dire que l'urètre a été complètement rompu ici chez cette patiente et on est en train de réparer d'abord la fistule rectale pour venir maintenant à la transection, c'est-à-dire la rupture entre la vessie et l'urètre. Donc c'est une intervention qui peut prendre 3 heures à 3 heures et demie de temps. Et Dr Kindi est en train de faire cette intervention, assisté de Dr Amadou et Dr Tala Kondé. On a comme anesthésiste Mme Traoré Fatmata Kouyaté. Ça se fait au centre médico-social Djigui Espoir de prise en charge de la fistule obstétricale. Après avoir subi une intervention chirurgicale qui a duré 4 heures, Hawa est dans son lit de réveil. Âgée de 24 ans, cette femme avait déjà fait 2 fausses couches à cause des fistules obstétricales. Incapable de retenir urine et sel, Hawa était souvent stigmatisée par son entourage. Mais malgré tout, elle a toujours le soutien de son mari. Yankaro kamera faida bara sanse mbobutu. Mara opération anke
sinya fila e kuma le jankaro me ko fenti sara le ndo de bernere amma fo ele miranna e kala o falano o bardia ngere o ma de midi de. La fistule obstétricale est une maladie qui touche de nombreuses femmes en zone rurale. Elle est généralement due au mariage précoce et au manque de consultation prénatale. L'excision, les accouchements chez les matrones constituent d'autres causes de la fistule obstétricale. Par le passé, le traitement coûtait très cher. Depuis une dizaine d'années, il est gratuit grâce à l'ONG Djigui Espoir et ses partenaires. Aujourd'hui, avec la gratuité de leur prise en charge, de nombreuses femmes viennent dans les structures sanitaires pour se soigner. Depuis 2 semaines, nous sommes en préparation et en exécution de cette tâche. Donc ces femmes, elles ont été recrutées depuis le mois de mars. Mars, on a commencé le recrutement en les répertoriant, en prenant les numéros de téléphone où elles habitent, etc. Certaines venaient de l'intérieur du pays, notamment de Bofa et de Dibreka, Mahamou. Donc elles sont inscrites parce qu'il faudrait bien qu'on inscrive et qu'on essaie de faire un plaidoyer dans le cadre de la prise en charge des femmes. Nous œuvrons, disons, dans la réhabilitation de ces femmes, c'est-à-dire en leur donnant leur dignité. Parce que lorsque une femme qui souffre de la fistule obstétricale, sa dignité est atteinte parce que avec la fuite des urines, elle n'assiste ni à des mariages, ni à des cérémonies, à aucune cérémonie, à des réunions de famille. Elle fuit tout le monde. Elle fuit tout le monde, puisque ça coule. Ça coule les urines et les couches sont souvent mouillées. Elles peuvent changer 2, 3, 4, 6 fois ou 10 fois les couches selon l'importance de la lésion. Donc, mais il y en a aussi, en dehors des urines, qui perdent aussi les selles. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose dans ce cadre-là, vraiment seront les bienvenus. C'est surtout une assistance extérieure souvent, telle que Waha International, qui est une ONG basée en France, qui nous a toujours assistés depuis la création de notre ONG en nous donnant les moyens de pouvoir prendre ces femmes en charge. Ces femmes fistuleuses, nous les prenons en charge et on les accompagne. C'est-à-dire que le problème n'est pas de tarir ou de guérir la fistule. Le problème fondamental serait que ces femmes soient suivies, soient soumises à un planning familial. Et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'après les interventions, si elles sont sèches, si elles ne mouillent plus, les gynécos qui sont dans l'association, ces gynécos reçoivent ces femmes pour les mettre un planning familial. Les partenaires, je veux parler de l'USAID, les différents programmes de l'US, des institutions, l'OMS, l'UNFPA, le PNUD, tout ceci doit pouvoir nous venir en aide. Aujourd'hui, avec la gratuité de leur prise en charge, de nombreuses femmes viennent dans les structures sanitaires pour se soigner. Comme Hawa, 25 autres femmes venues d'autres régions de la Guinée ont fui la honte afin de bénéficier d'une chance inespérée. Alors, chers invités, nous avons tous suivi ensemble ce reportage. Docteur Kindi, vous étiez au bloc, vous avez fait 4 heures pour une opération chez une femme. On a entendu dans le reportage tout à l'heure, vésico-vaginal, fistule rectale. Qu'est-ce que c'est? Merci madame, un bon reportage. Donc c'était une femme qui avait une fistule complexe et grave. Il y avait à la fois une fistule recto-vaginale et une fistule vésico-vaginale. C'est-à-dire, c'est que symptomatologiquement, c'est que c'est une femme qui va perdre à la fois les selles continuellement et les urines aussi continuellement. Donc voyez-vous, comme le professeur le disait au niveau du reportage, c'est des femmes qui fuient tout le monde parce qu'elles sentent mal et les urines et les selles à la fois. Donc avec les lésions qui étaient très graves, avec formation de bride, ainsi de suite, de façon pratique, il fallait enlever tout ça pour mobiliser et le rectum
à part le vagin, à part fermer ça d'abord, puis revenir sur la vessie, mobiliser aussi, mobiliser la vessie et le vagin aussi, je m'excuse, et refermer ça aussi, en espérant donner toujours une très bonne suite après l'intervention chirurgicale. Après cette chirurgie, cette opération, ces femmes peuvent faire des enfants plus tard? Justement, c'est l'objectif, c'est d'abord fermer la fistule et puis donner la possibilité à la femme de faire la vie conjugale. Et normalement, elle doit faire les enfants comme il faut, comme les autres. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes en fonction des lésions. S'il y a une grande atteinte au niveau utérin, je m'excuse, il peut y avoir une stérilité qui se forme. C'est les conséquences de ces fistules vésico-vaginales aussi. Mais dans le cadre de la vie conjugale, c'est bien possible. Et on s'y attelle pour leur donner cette possibilité. Docteur Yano, qu'est-ce que vous rajoutez par rapport à ce reportage? Pour la chirurgie, comme il a dit, la chirurgie comprend assez de techniques qui peuvent guérir la fistule. Et une fois que la fistule est fermée, ça ne se limite là. Les conséquences encore, ou l'objectif, c'est de permettre à la femme, celle qui désire d'avoir des enfants, d'abord entretenir des rapports et puis avoir des enfants aussi. C'est pourquoi nous avons beaucoup de travail également en post-opératoire pour la surveillance de ces femmes-là. Post-opératoire, on en parle d'ailleurs. Je voulais vous poser la question. Oui, en post-opératoire, puisque la chirurgie est complétée en post-opératoire. Le succès de la chirurgie de fistule, aussi, le post-opératoire fait partir. D'ailleurs, ça joue le gros travail. Il faut surveiller la sonde en post-opératoire, qui est aussi un système, c'est-à-dire un principe du traitement chirurgical des fistules. Parce que là, si le drainage n'est pas bien assuré, le succès peut être manqué. Il faut surveiller les femmes en dehors de leurs paramètres pour voir s'il n'y a pas de complications qui peuvent lâcher les fistules sur les fils. Donc c'est pourquoi le post-opératoire est important. Et il faut à la longue encore veiller sur cette femme, voir effectivement si l'orifice vaginal n'est pas obstrué. Parce que c'est ce qui va permettre, n'est-ce pas, d'espérer les rapports et d'espérer également les accouchements qui peuvent venir. C'est ça en fait. Madame Diansane, vous avez également vu le reportage, vous en pensez quoi? Oui, effectivement, j'ai vu le reportage, mais je suis allée personnellement au niveau de l'hôpital à Kisosso, j'ai vu les femmes. Je vous avoue que j'étais vraiment meurtrie. Et s'il faut dire toute la vérité, il faut féliciter ces médecins-là. Il faut vraiment les encourager. Parce que on étudie, on investit, on travaille, c'est pour vivre du fruit de son travail. Mais ils offrent bénévolement leur service. Ils offrent. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? C'est la technicité. La malade est sur le billard, on vient, on l'opère, on repart. Mais pour l'opérer, il faut de l'anesthésie. Il faut des bistouris, il faut stériliser tout ça, il faut acheter des compresses, il faut acheter des antibiotiques parce que souvent, la dernière fois même, ce qui m'a même meurtri, une femme qui est venue de Bofa, polyparasitée, le médecin lui a prescrit les déparasitants pour qu'on puisse l'opérer le lendemain. Elle ne pouvait pas s'offrir cela. Elle n'a pas pu. Il fallait maintenant aussi que l'hôpital achète, lui donner les déparasitants, attendre maintenant 48 heures pour l'opérer. Bon, pour qui c'est aujourd'hui? Quand on parle PEV, SSP, SE, Programme élargi de vaccination, soins de santé primaire, médicaments essentiels. Les médicaments essentiels dans les zones tropicales, c'est l'antipalu, les antibiotiques si on a la typhoïde et autres, et les déparasitants. C'est-à-dire que ce sont les maladies les plus courantes. Et dans les centres de santé, on est censé avoir cela. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire dire aujourd'hui? C'est un plaidoyer. Lorsque des citoyens ont décidé d'appuyer l'État dans ce qui est de son rôle régalien, notamment l'assurance d'une santé
et d'une existence normale dans le pays, il faut que les autorités quand même, et nous-mêmes citoyens, puissions accompagner cette bonne volonté. Ces médecins-là sont à accompagner. Je vous dis, pour vous donner une idée, la prise en charge en termes de kit opératoire s'élève à 900 000 francs jusqu'au mois passé, bien en tenant compte des fluctuations et tout. 900 000 francs, vous avez tout ce qu'il faut comme équipement, matériel, tout ce qu'il faut pour opérer une personne victime de fistule. Après, il faut la nourrir. Il suffirait peut-être que le ministère de la Santé qu'on prouve la nécessité que le PAM puisse pourvoir ces cliniques-là en nourriture pour que ça marche. Ensuite, il faut que chacun de nous quand même se décide de dire « je vais faire quelque chose ». Un exemple tout bête, nous on a pris un seau de 30 litres, on a mis un paquet de couches à l'intérieur, on a mis un drap de lit, une serviette, un paquet de savon, un tube de dentifrice et une brosse à dents. On a donné à une femme, ça lui permet de venir être hospitalisée. Au moins, elle peut se brosser les dents, se laver, s'essuyer le corps, prendre ce drap de lit, le mettre sur son lit d'hôpital, même si chaque matin, il faut qu'elle sorte le laver et mettre au soleil. Mais ça a donné du sourire à ces femmes-là. Elles étaient contentes. Mais surtout, de savoir qu'une femme qui n'est pas concernée par leur maladie, des femmes qui n'ont rien à voir avec leur situation, ont pensé à elles, elles étaient soulagées. Et quand vous prenez ce kit, c'est pas... Je me dis que si, par exemple, on dit je donne 1 million pour prendre une femme en charge, l'autre dira je vais donner 300 000 pour le kit, à réunir comme ça, on peut se programmer pour dire chaque mois on va opérer 5 femmes. Rien qu'en opérant 5 femmes par mois, en prise en charge, ça va vous faire 60 femmes dans l'année. Si vous prenez ces 60 femmes, vous divisez par les 8 régions administratives, c'est sûr que dans chaque localité, vous aurez sauvé, même si c'est 3 femmes. Ça, c'est du devoir de tout le monde. Ces femmes-là ont voulu, comment on appelle, accomplir une mission que Dieu nous a assignée, faire les enfants. Maintenant, si dans cette mission-là, vous avez rencontré une maladie qui va maintenant bouleverser toute votre vie, avouez que si la communauté ne vous vient pas en aide, mais c'est très triste. Désolant. Et c'est désolant. Hein? Et quand elles finissent cela encore, il faut les réunir. Actuellement, le ministère de l'Action sociale avait un ancien partenaire, l'hôpital Jean-Paul II prenait des femmes en charge et après on les formait et on leur donnait un petit fonds pour retourner apprendre la saponification, la teinture, la transformation des produits maraîchers. Mais c'est des projets qui ont un terme. Et quand le terme arrive, c'est fini. Alors que l'accès aux services de santé, c'est d'abord une santé de la reproduction. Moi, je suis désolée, je vais vous dire que la Guinée a souscrit au protocole de l'Union africaine sur la santé de la reproduction. On ne doit pas laisser ça de côté. On doit respecter nos engagements pour que les femmes soient bien portantes. Tout à fait. Voilà. Docteur, on a écouté avec intérêt Madame Yansané. Elle est là pour vraiment inviter les uns les autres, l'autorité, la communauté également, à faire ce qu'il faut. Est-ce qu'après cette opération, il y a un suivi psychologique aussi pour permettre à ces femmes qui ont été stigmatisées, rejetées par leur entourage, leur famille, est-ce que vous travaillez avec ces psychologues pour leur permettre un peu de redonner un peu de courage à ces femmes pour leur retour? Oui, merci Madame pour votre question. Et je tiens à préciser que l'ONG Fouana, Madame Yansané peut-être peut mieux définir ce que c'est que Fouana. C'est des femmes de l'Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, qui sont mises en association pour venir en aide aux différents pays. Donc, récolte des fonds pour effectivement, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'autonomisation des femmes, etc. Voilà. Et nous avons été vraiment agréablement surpris de voir Madame Yansané avec des seaux de
de couches, de savon, de détergents. Et lorsque ces femmes ont été opérées, elles sont venues faire le don, mais c'était le sourire. C'est vrai, c'était le sourire. Et on est resté tard. Ils sont venus un peu vers le crépuscule, mais on est resté tard. Et c'est toutes ces femmes opérées ont reçu effectivement ce kit hygiénique-là. Elles étaient très contentes. Parce qu'elles ont trouvé des gens qui ont pu partager leur peine. C'est important. Quand c'est on très est dans important. une situation de ce genre, c'est très important. On a besoin du regard de l'autre. Elles ont béni. Vraiment, on avait les larmes aux yeux. Docteur, vous avez encore les larmes aux yeux. Ne nous faites pas pleurer sur ce plateau. C'est pitoyable. C'est vrai que ces femmes souffrent énormément et elles ont besoin d'assistance de tout le monde. Et, docteur, on va vous laisser. L'émotion est trop forte sur ce plateau. Et, docteur, avant de venir, quels sont aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres cas de fistules non détectés à l'intérieur? Parce que votre ONG sillonnait quand vous étiez en collaboration, quand Wahab était à vos côtés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité encore d'aller à l'intérieur de la Guinée pour aller vraiment prendre ces femmes et les mettre en association ou vraiment les mettre en groupement et permettre à ces femmes de suivre cette opération que vous faites régulièrement pour leur donner le sourire également? Ok, madame, merci. Et à part notre ONG, il faut féliciter certains partenaires tels que Agender Health, financé par l'USAID, qui font que nous opérons beaucoup à l'intérieur, presque tous les 3 mois. J'en sors d'une session tout récemment où j'ai opéré plus de 25 à la baie. Et à Kissidougou, je pense même qu'ils doivent être sur une autre session où il est prévu d'opérer une 30aine. Donc, malheureusement, je peux le dire, il y en a encore des fistules, des nouvelles fistules. Ce n'est pas aussi nombreux qu'auparavant, mais il y en a quand même toujours. Mais on est toujours avec aussi des anciennes fistuleuses, avec les cas graves qui reviennent, qui ressuscitent. On est sur ça. Mais non, malheureusement, encore il y a des nouveaux cas qu'on peut exister. Il en existe, cette fois-ci, on a opéré 2. 3 même. 3 où l'évolution était entre 3 et 6 mois. Donc il y en a encore. Nous demandons vraiment... On va poser quelques questions. On va laisser les téléspectateurs vous appeler pour également contribuer, participer à cette émission. Mais avant, Madame Yansane, aujourd'hui, certains pays de la sous-région ont quand même pu booster cette maladie. On en parle très peu. Selon vous, quels sont les voisins moins les Guinéens, vous, femmes leaders, vous projetez pour éradiquer ou vraiment réduire le taux de prévalence de la fistule obstétricale? Moi, je crois que c'est la solidarité. J'en appelle à la solidarité. La solidarité, c'est quoi? Si chaque serré de femmes... Il y en a plusieurs à connaître. Oui, de femmes ayant un revenu acceptable, accepter de mettre, même si c'est 1% ou 0,25% de son revenu pour donner pour la cause des fistules, tout en sachant que c'est une maladie féminine, c'est une maladie féminine, je me dis qu'on aurait pu régler certaines choses. Vous savez, quand il fallait revoir l'observatoire, le Fonds mondial a dit nous voulons travailler avec une organisation féminine. Bon, suite à toutes ces tractations, on a été retenu. Mais quand nous sommes venus sur le terrain, on a compris que pendant 3 ans, l'observatoire a réduit tout accès aux soins, à l'accès aux ARV. Il a fallu que je lève le ton pour dire attention, il y a 12 millions de Guinéens. La séroprévalence du VIH n'est que 1,07%. C'est-à-dire que 1,07%. Je dis, mais il y a 51% de femmes. Chaque femme doit porter un bébé, accoucher, avoir des besoins de soins. Donc, si l'homme et la femme à la naissance ont besoin des mêmes soins en termes de pathologie, paludisme, diabète, hypertension et autres, mais pour ce qui est de la santé de la reproduction, la balance pèse plus vers les femmes que pour les hommes. Tout à fait. Vous comprenez? Moi, ce que je vais dire, il faut qu'on trouve des mécanismes citoyens
par lesquels on doit se mettre la main à la poche Absolument. pour aller aider. Oui. Parce que si on attend tout de l'État, ça ne peut pas marcher. Vous savez, c'est que des fois, quand je vois le prix d'une bombe atomique et que je vois qu'avec peut-être moins d'$1, on peut soigner un paludéen, j'ai mal à la tête. Je me dis, mais ce qui est valable ailleurs est valable partout. C'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup plus sur des choses subjectives que sur ce qui impacte sur l'être humain. Moi, je me dis, il faut qu'on accepte que chaque femme qui a des moyens donne un peu de son argent pour dire je vais aider une de mes consoeurs qui est victime de fistule quelque part. Il y a des mécanismes pour suivre et savoir que l'argent est parti au bon endroit. Vous pouvez aller vérifier, même si c'est en allant identifier une femme en milieu rural, la prendre et l'amener, payer, dire opérer là, je vais suivre, ce serait une action salutaire. Parce que si vous prenez les femmes là, moi je ne vous cache pas, quand une femme a subi une opération suite aux fistules, je lui dis carrément, si tu veux faire des enfants demain, je te conseille d'aller les faire par césarienne. Parce que tu es colmaté. C'est un colmatage. Rien n'est parfait comme ce que Dieu a créé en l'état. Dès qu'on a rafistolé là, ce n'est plus naturel. Donc en essayant, on ne sait pas si on contracte une grossesse. L'enfant sera gros, il sera petit, il se présentera par siège ou bien il sera en latéral. Pour éviter tout ça, du moment où vous avez conçu, allez vous mettre à la disposition des médecins pour qu'on planifie une césarienne. Il faut refuser maintenant d'accoucher par les voies basses. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, mais ils ne sont pas Dieu. Ils sont venus sur le terrain que Dieu a façonné pour arranger ce qui est arrangeable. Mais ce n'est pas définitif. Donc, j'ai vu même au cabinet de professeur Guirassy, une femme qui revenait pour la 8e fois. La 8e fois. C'est pour vous dire que rien n'est garanti. Donc, à chaque fois, ils ont dépensé les mêmes choses. Très bien. On va prendre cet appel. On a pris assez de temps. Allô, allô, allô? Eh, déplacez-vous, monsieur. Déplacez-vous. Vous éteignez la télé. Vous éteignez, vous vous déplacez. Déplacez-vous, on n'entend pas. Il y a trop d'écho. Déplacez-vous, vous éteignez votre poste téléviseur. Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Madame Diallo Ramatoulaye. Oui, votre question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi j'ai souvent mal au rein. Je ne sais pas si cette question aussi peut être posée sous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est toutes les thématiques que nous développons ici, mais aujourd'hui, nous parlons de la fistule. Ce n'est pas les bons médecins. Voilà, la prochaine fois où, professeur... Non, vous allez directement dans les structures hospitalières. Elle dit qu'elle a mal où? Au rein, au rein. Non, vous avez mal... S'il vous plaît, vous dites quoi? De néphrologie. Alors, on peut juste... Non, vous allez à l'hôpital, donc le service de néphrologie se trouve là-bas. Et c'est eux qui s'occupent des reins. Voilà. Est-ce qu'on peut communiquer un numéro là? Est-ce que c'est possible? On n'a pas assez de temps. Sinon, on vous donnerait le numéro de professeur le rein. Non, le service de néphrologie se trouve au CHU. Allez-y à Donka. Vous demandez là où se trouvent les maladies rénales. Maladies rénales plutôt. Rénales, oui. Maladie des reins. Oui. Vous allez donc à service d'urgence. Vous demandez les médecins, ils vont vous orienter. Les maladies de reins, voilà. Les maladies rénales, oui, c'est ça. Voilà, merci à vous. Voilà, c'était pas les... Non. Voilà, mais quand même, on a pu quand même l'orienter. Docteur, c'est presque la fin. Un message, la prévention. Professeur Guirassy et Madame Biansane va encore passer un message. Et puis vous, docteur Kindi, docteur Diallo, vous allez également passer un dernier message. Mais avant, on va prendre celui-ci. Allô? Allô? C'est parti. La prévention, professeur? La prévention, ce serait vraiment, c'est trop dire. Parce que l'éradication de la fistule, c'est vrai, il faut une volonté politique, mais il faut le développement. D'accord. Il faut le développement. Il faut le développement. On va prendre cet appel, professeur, parce que c'est leur temps. Les téléspectateurs doivent appeler. Allô? Allô?
Allô? Bon, vous pouvez continuer parce que... Allô? Il faut le développement. Il faut le développement. Et c'est vrai qu'il faut ça parce que la fistule, elle existait aux États-Unis. Hein. Elle existait en France. Tous ces pays-là, ça existait. Mais aujourd'hui, c'est fini. Donc on peut éradiquer On peut éradiquer la fistule. Même dans les pays maghrébins, ça existait au Maroc, etc. Actuellement, ça ne va. Donc ça veut dire que l'on peut. On peut, et je dis encore, on peut. Allô? Oui, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez, messieurs? Bon. Donc on peut, madame. D'accord. On peut. La fistule peut être éradiquée. Docteur. Et comme l'a dit madame Yansane, effectivement, il faut un plaidoyer. C'est au niveau communautaire. Nous devons agir beaucoup plus au niveau communautaire. Ces femmes viennent souvent de là. Et actuellement, on a créé ce qu'on appelle des relais communautaires, des gens qui ne sont pas médecins, mais qui sont dans la communauté, qui peuvent détecter les cas et pour les référer au niveau des centres de santé. Ce système-là, je crois que si ça marche, ce serait quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent, au lieu qu'elles partent chez le praticien, dès qu'il y a un cas, on dit « Ah, viens là, je t'accompagne » et on t'envoie au niveau des centres de santé. Très bien. Donc, si on suit la pyramide sanitaire, c'est-à-dire que tout se passera bien. Parce qu'une femme, en donnant la vie, ne doit pas mourir. Normalement. Bon, mais celle qui échappe encore à la mort, c'est les fistuleuses. D'accord. Voilà. Votre dernier message, Madame Yansane? Moi, premièrement, je vais dire que les maris dont les femmes sont fistulées constituent le moteur de leur guérison. Parce que n'oubliez pas que c'est à deux que vous avez créé la condition qui a mené à la fistule. Et une fois maintenant que le problème est posé, vous rejetez la femme, vous la laissez comme ça. Peut-être que même l'accompagnement psychosocial que le mari apportera à la femme peut l'aider à surmonter la difficulté dans laquelle elle se trouve. Et puis, comment on appelle? Vous savez, comme il a dit, dès qu'on se lève contre quelque chose, on trouvera la solution. Regardez la poliomyélite. Quand la poliomyélite a été une maladie, une endémie qui paralysait les gens n'importe comment, mais puisque ça atteignait les hommes et les femmes, les gens, quand je prends l'OMS, le Rotary International, CDC, Atlanta, les Rotariens ont dit en 88, on a pris l'engagement de certifier un monde sans polio. Aujourd'hui, il n'y a que 3 pays encore qui ont des poches de résistance. C'est l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a inculqué dans leur... En fait, c'est dû juste à des considérations religieuses qui disent on inocule ça pour stériliser et réduire la population. C'est la seule poche de résistance. Quand vous prenez le cas de la région ouest africaine ici, ça fait maintenant 3 ans qu'on n'a pas enregistré de cas. Pourtant, c'était plus compliqué et le taux de prévalence de la maladie était plus élevé que les fistules. Il suffit qu'on se mette à la tâche. Les autorités sanitaires, les autorités politiques, les femmes, notamment les femmes leaders dans les communautés, les religieux, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire, ils savent passer les messages, pour qu'ensemble on se dise que la fistule, ce n'est pas une maladie de sorcellerie. Ce n'est pas une sorcière qui a barré la route à l'enfant, ce n'est pas celle qui doit accoucher qui est une sorcière ou que l'enfant à naître qui est sorcier. C'est parce qu'il y a eu une disproportion entre le chemin normal tracé par Dieu pour passer du ventre vers la sortie, vers l'extérieur, et la réalité qui s'est présentée. Imaginez qu'un enfant qui se positionne mal, la tête est par là, les pieds sont par là. Comment vous allez l'évacuer? Très bien, merci. Donc le plaidoyer, c'est qu'il faut que les organisations locales même, on se donne les mains, que chacun mette la main à la poche pour que ici je fais l'appel à toutes les femmes leaders de Guinée, à toutes les femmes qui ont des possibilités, les femmes entrepreneurs. Acceptez de donner $100 de votre aumône.
la zakat que vous enlevez. Prenez $100 dedans, ouvrez un compte qu'on va appeler le compte national de lutte contre les fistules. Et que chaque année, on évalue pour que... C'est une action aussi que Dieu va récompenser. Tout à fait. Prenons notre zakat, donnons un peu seulement, on va soigner nos sœurs. Je demande vraiment aux femmes, et je persiste là-dessus, que chaque femme accepte de marrainer une fistuleuse pour qu'elle soit opérée pendant l'année. Espérons que, Madame Yansane, votre appel soit attendu. Alors, chers téléspectateurs, le numéro certainement est affiché après cette émission, pour pouvoir joindre les invités, les urologues, par Madame Yansane, le 662 62 17 17, le 622 68 38 64. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour développer, pour parler d'autres sujets dans cette émission. Merci à l'équipe de dimanche. À très bientôt, chers téléspectateurs. Merci d'ici et d'ailleurs.